Vous trouvez cela bien normal d'arriver à une heure pareille? Excusez-moi, vous êtes qui? On ne fait pas attendre! Ici, c'est la Légion étrangère, Gauthier. Pas le Club Med. Oh. Et oui, nous sommes le... C'était SMR d'Halloween, là. Ah non, pas le 31 octobre. Non, c'est non, le 23 octobre. C'est mon anniversaire en plus. Joyeux anniversaire. C'est une occasion très spéciale, merci, pour enregistrer notre épisode d'Halloween. L'an dernier, c'était sur The Witch de Robert Eggers. Exactement. Et cette fois, on est dans une ambiance un petit peu différente. L'épisode d'ailleurs. C'est vrai que c'était un allez écouter aussi l'épisode sur The Witch. Ça vous fera 2 films pour Halloween. Exactement. Et je crois qu'on parle de plein d'autres choses, mais d'autres recommandations. Ouais, c'est vrai. Donc oui, Anya Taylor-Joy n'a pas suffi. Peut-être que cette fois Philippe Naon y arrivera. D'ailleurs, un petit message à lui puisqu'il est décédé assez récemment. Message à lui, bon, peut-être pas trop, il va peut-être pas trop pouvoir l'entendre, mais. Oui, effectivement. Hommage plutôt. Ça part en couille déjà. Petit hommage. Mais voilà, on est là ce soir pour fêter Halloween. Ouais. Être chauvin un petit peu puisque nous allons parler de Haute Tension. D'Alexandre Aja, qui est quand même un réalisateur qui a fait... Le plus américain des Français, on va dire. C'est un peu ça. Il y a quand même un sacré parcours depuis. Et c'est vrai que ça va être intéressant de revenir justement sur ses débuts en 2003 avec Haute Tension, qui était un film vraiment qui a marqué les esprits à l'époque. Marie sans papa, papa Marie. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit les filles. Le mieux, c'est de remettre le film dans son contexte. Donc, il faut savoir que Alexandre Aja n'est pas devenu réalisateur pour rien, puisque c'est tout simplement le fils du réalisateur Alexandre Arcadi, qui était un réalisateur. Oui, c'est vrai. Ou alors je me suis trompé. Peut-être. Mais en tout cas, c'est Arcadi qui a réalisé pas mal de films dramatiques, de comédies romantiques, de films de gangsters. On citera Hold Up, Mariage mixte, Le Grand Pardon. Et justement, Alexandre Aja a pu faire ses armes dans les films de son père dès 1982 à l'âge de 4 ans. Je crois que c'était dans justement Le Grand Pardon dont je viens de parler. Et il a gravi entre guillemets les échelons en tant que figurant, puis acteur, puis assistant réalisateur. Mais c'est vrai que voilà, il a fait ses classes quand même de son côté, puisqu'il écrit en 97 avec Grégory Levasseur, qui deviendra son compère de toujours. Son co-scénariste. Exactement. Jusqu'à, il me semble, Piranha 3D sur tous ses films, sans exception. D'ailleurs, je le cite, Grégory Levasseur directement, qui disait d'Alexandre Aja, qui se connaissent depuis assez longtemps pour se compléter parfaitement, que les scénarios s'écrivent à deux, puis Alexandre s'occupe de la réalisation, et moi je me consacre à la direction artistique. On va peut-être engager un 3e pour les scénarios. Je préviens, cette émission, là, je suis un peu salé. Mais n'oublie pas qu'il a aussi co-scénarisé La Colline à des yeux. Oui. Non, effectivement, non. Aja, moi j'aime beaucoup son petit côté un peu bis parfois. Piranha 3D, ça me fait beaucoup rire. Crawl, j'aime bien, je suis client. La Colline à des yeux, c'est super cool aussi. Mais bon... on aurait pu y dédier un épisode. Ouais, moi à l'occasion, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Peut-être. Mais là, c'est vrai que pour Haute Tension, on va être un peu... on attend d'être plus mesuré que moi, peut-être. Toi, tu vas être assez tendu. Je vais être assez dur, peut-être. Oui, c'est ça. J'ai découvert un fait étonnant en faisant mes petites recherches. Ceux qui le savent vont pas être très surpris. Mais Haute Tension, c'est pas le premier film de Alexandre Aja. Il s'agit de Furia, qui est un film qu'il a réalisé en 1999, qui est un film à tendance dystopique, d'anticipation, où la liberté d'expression est totalement prohibée, qu'il a également co-scénarisé avec Levasseur. Mais bon, le film a été un échec, ce qui fait que ça a rendu encore plus le succès éclatant de Haute Tension assez exceptionnel. Surtout que le film a failli être annulé en 2002, je crois, c'est-à-dire dans la dernière étape de son financement, à cause d'un fait divers qui a eu lieu à Paris. Un jeune homme de 17 ans a tué un de ses amis en le poignardant en s'inspirant de ce crime, ce qui fait que ça refroidit un des potentiels investisseurs, distributeurs. Ouais. Et comment dire, Alexandre Aja a eu un petit coup de pouce du destin, ou plutôt d'un héros, qui s'appelle Luc Besson.
Eh oui. Ah, Qui investit 2 millions, Aïe, non aïe, pas de aïe, francs, aïe, aïe. hein, parce que là, 2002, hop, on était passé à l'euro, 2 millions d'euros dans le film pour pouvoir le produire. parce que c'est produit par, vous aurez un beau titre EuropaCorp au début du film. Et oui, c'est la Magnifique, période EuropaCorp, bien sûr. Oui, alors du coup, je tiens à préciser que ça va être un retour dans le temps, je pense, pour beaucoup de nos auditeurs, puisque je pense que vous êtes une partie à avoir connu directement ou indirectement cette période. Nous-mêmes, Nous, c'est vrai qu'on on était dedans aussi un peu, hein, Un jusque, Tekken, les transporteurs et tout ça. les transporteurs, Hitman. Ouais, on parlera un peu de gens, c'est tout. On parlera un peu de toute cette vague d'horreur française qu'on a eu avec Duvels, Exactement. Logier. Et ce qui fait que voilà, le film a été produit, ça a été un succès, alors mitigé quand même en termes d'entrée et de critique en France en tout cas, mais le film a eu des distinctions. Hein. Non, j'ai pas vu. Grand prix du film fantastique européen en 2003, meilleure actrice pour Cécile de France, meilleur maquillage pour Genetto De Rossi, donc c'était le festival international du film de Catalogne. Et il a eu aussi une nomination au Festival international du film d'Amsterdam l'année suivante. Mais c'est la même nomination. C'est-à-dire, je comprends pas pourquoi il a été 2 ans de suite. Mais voilà. Ah oui, bah tiens, justement, j'ai les chiffres. 110 000 entrées en France, mais quand même quasiment 4 millions de recettes aux États-Unis. Mais effectivement, Jean, il en a eu un petit peu marre de la France, un peu marre de ses poules mouillées de coq. Et il est parti directement tourner, faire la suite de sa carrière aux États-Unis. Moi, j'avais écouté un très bon podcast, alors j'ai plus le nom en tête, qui revenait sur en fait les Français qui s'étaient exportés aux États-Unis. Et Aja faisait partie de ces gens interviewés. Et Aja expliquait que, si je dis pas de bêtises, que ouais, en fait, déjà c'était un rêve pour lui aussi, hein, c'est un rêve de gosse de tourner aux États-Unis, c'est le cinéma qui l'inspire le plus, donc peut-être que la manière de produire en France lui plaisait pas forcément, mais que la manière américaine lui convenait un peu plus. Ce qui est assez étonnant quand même. Oui, mais parce c'est vrai qu'en France on a plus de liberté entre guillemets, mais l'écosystème américain s'y est mieux peut-être à son cinéma, à son style d'auteur. Donc, je crois pas que Aja soit revenu en France d'ailleurs. Alors, il n'a pas fait de film indirectement, si, avec Oxygène, avec Mélanie Laurent, qui devait être une prod américaine et qui a muté en un film en langue française. Donc c'est coproduit en. Donc c'est Netflix, américain. C'est vraiment une prod Netflix française quoi. Je crois c'est un méli-mélo. D'accord. Voilà, c'est moitié américain, moitié français, plus ou moins. J'ai plus les détails exactement. Allez écouter l'émission de Capture Mag avec Alexandre Aja, cool. Justement sur Oxygène. Ah bah oui, ils ont la chance d'être potes avec lui, donc ils le reçoivent directement. Oui, parce que c'est vrai que Alexandre Aja fait aussi l'actualité. Certes, le film est sorti il y a un petit moment, mais il est peut-être encore en salle. Donc début octobre est sorti Motherland, que nous n'avons pas eu l'occasion d'aller voir, mais j'aurais bien voulu. Avec Ali Berry, hein, qui est toujours qui est là toujours, qui est toujours sur les écrans. Bah, moi je suis très content pour elle, actrice que j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense qu'on a retracé rapidement la pré-carrière, enfin le début de carrière d'Alexandre Aja, et on va pouvoir se lancer. Bon, ça on est à 10 minutes. On va pouvoir se lancer dans Haute Tension. Il y aura des choses à dire après derrière, mais commençons déjà par la distribution. Qui est assez particulière. Ouais. Il y a EuropaCorp derrière, notamment pour. Alors, je sais pas si c'est lié. Oui, mais justement, je sais pas. Mais c'est là où l'émission va être assez spéciale, c'est que on va poser des questions. On va Maïwen. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est lié à Besson en fait. Sauf qu'ils étaient déjà séparés. Oui, c'est ça. Depuis un moment. Ouais. Donc je sais pas si c'est lié, mais peut-être qu'ils étaient encore en bon terme, j'en sais rien. Attends, on revient juste dans l'ordre quand même, parce que le personnage principal du film est incarné par Cécile de France, c'est Marie. Qui est géniale, hein, Cécile de France. Même dans ce film, elle est très cool. Elle est bien. Ça m'a fait quand même plaisir de la voir dans Tension. Eh ben, écoute, je vais te surprendre, mais c'est le premier film que je vois avec elle. Ouais. Et je crois que c'est le cas aussi pour Maïwen. Ah bah non, du coup, parce que j'ai vu le 5e élément. Oui. Donc Maïwen en second rôle. Maïwen en second rôle, mais qui est quand même extrêmement effacé. Oui, qui est un peu plus plus que ce que j'aurais pensé.
Et Philippe Naon, qui joue le tueur, qui est un habitué de ce type de film. Aux abonnés de ce genre de rôle et de ce genre de film. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Juste, on peut revenir 2 secondes sur Mai Wen, effectivement, puisque j'ai vérifié dans sa longue carrière maintenant, désormais, alors qu'elle approche seulement les 50 ans. Mais ça serait bien qu'elle fasse des bons films aussi. Mais après, ça, c'est autre chose. Ah, mais toi, t'es violent aujourd'hui. Non, mais bon. Moi, il faut que je voie Police. Il faudrait que je le voie. Ouais. Ça fait un moment que j'ai envie de le voir. Mais voilà, Mai Wen, en fait, la particularité, c'est qu'elle n'a joué littéralement dans aucun autre film d'horreur, thriller. Ah, ça, j'ai pas vérifié. Très peu. J'ai vérifié vraiment les noms. J'ai vu un peu ce qu'elle a fait. Et c'est un film qui est quand même assez violent, assez extrême sur certains points. Après, Jeanne du Barry, c'est peut-être considéré comme un film d'horreur, après tout. Moi, j'arrête. Non, arrête. J'arrête. On avance. Il faut dire de quoi parle le film. Non, c'est l'histoire de deux copines qui se retrouvent dans la maison de campagne de l'une d'elles pour réviser, si je dis pas de bêtises, elles sont étudiantes, un truc comme ça, je sais plus. Et tout d'un coup, bam, aïe, un tueur fait surface, massacre la famille, et je n'en dirai pas plus. Et elles vont se retrouver toutes les deux, plus ou moins prisonnières de ce tueur. Elles vont se faire enlever, quoi. On va dire que le film ne s'embarrasse pas trop d'une narration. C'est le cas de le dire. Une narration poussée, ce qui pour moi est plutôt une qualité en réalité, parce que c'est vrai que c'est pas le genre de film où t'as besoin de broder 15 000 trucs autour. Disons que la situation est un prétexte et le but c'est d'instaurer rapidement une ambiance. Alors au début extrêmement brutale et violente parce que le meurtre des parents arrive très vite et voilà, le tueur s'acharne beaucoup dessus quand même. Moi, je comprends pas comment les autres personnages peuvent pas entendre ce qui se passe, quoi. Ouais, bon. C'est quand même un sacré délire. T'as le daron qui hurle et la daronne qui hurle, mais bon, tout le monde dort, quoi. Oui, mais attends, parce que moi aussi je me suis posé la question. Non, mais tu sais, on va dire, j'ai quand même eu une suspension consentie de l'intégrité assez. C'est pas du tout ça. Si. Non, la suspension consentie de l'intégrité. Merde. Le crédulité. Oui, c'est un truc d'incrédulité, voilà. Ouais. Ben, moi, je l'ai eu assez haute parce que c'est vrai que ce genre de petits écueils de crédibilité, ça arrive très souvent dans ce genre de film et même dans les bons. Et c'est vrai que oui, il faut passer ça outre parce que maintenant qu'on a rappelé un peu le contexte, il faut quand même rappeler que ce film-là sort en 2003. Il y avait des films extrêmes comme ça, mais c'est un film qui a particulièrement marqué les gens qui l'ont vu à l'époque. C'est sorti juste après Irréversible, c'est sorti juste avant Calvaire, et c'est un film où la plupart des écueils qu'on a remarqués aujourd'hui, qu'on remarque dans le film, des petits jumpscares à la con, il y en a très peu, mais il y en a un petit peu. Le truc du miroir là. Voilà, exactement, c'est à ça que je pensais. Ouais. Les plans stylisés empruntés à d'autres. La photo est particulièrement datée. Mais tout ça, c'est vrai que à l'époque, ça fonctionnait bien. Le film, il a 20 piges. Et voilà. 20 piges, c'est vrai que le truc. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir à quel point le film a un statut culte. Alors, je me permets un aparté personnel. J'ai vu La Colline à des yeux il y a un petit moment, il y a au moins 5 ans. Alexandre Aja, c'est un nom que je pense qui nous revient depuis le début de notre cinéphilie. Et c'est vrai que Attention, j'ai attendu des années. Je ne l'avais jamais vu. Et on est dans le même cas. Et c'est vrai qu'il avait une aura. Vraiment, absolument. C'était l'un des grands films du French extremism horror, qui est un courant qui a été vulgarisé, qui a été créé par un cinéaste britannique, Jonathan Ronet, qui traite justement de ces films francophones, principalement français et belges, extrêmement violents et barbares, on va dire entre la fin des années 90 et la fin des années 2000, même si il y a aussi des exceptions hors de ces dates. Et j'en avais vu quelques-uns qui m'avaient particulièrement plu, notamment Martyr ou Calvaire. Mais Attention, c'était un peu une certaine valeur étalon. Pas forcément en termes de qualité pure, mais en termes d'impact, en termes de notoriété aussi. Et c'est vrai qu'en le revoyant 20 ans plus tard, on peut être déçu. Mais en se remettant dans le contexte de l'époque, je comprends pourquoi le film a marché, pourquoi il y a des gens qui ont été impressionnés. Bouche à oreille presque. Exactement. Dans le sens où ça s'est créé une réputation. Mais même nous, tu vois, on l'a vu très tardivement, mais on a été marqué, sans l'avoir vu, par l'aura qu'avait le film.
C'est-à-dire que moi, j'en entends parler de ce film depuis que je suis un peu les youtubeurs cinéma depuis une dizaine d'années presque. Moi, depuis que je suis des émissions sur YouTube, c'est vrai qu'on les gens, c'est un peu une valeur qui est là, quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un Valeur et film qui a vraiment un... Et pourquoi aussi? Parce que La Colline à des yeux est incontestablement acclamé. Et effectivement un très bon film. Ouais. Et je trouve que dans son rapport à la violence, à la cruauté, à la façon aussi de filmer de façon extrêmement proche des personnages, d'être proche des personnages tout le temps, parce que il faut rappeler que Haute Tension, c'est vraiment un film de trio, où il y a seulement 3 personnages qui comptent, et on est souvent du point de vue donc de Marie, la personnage principale, mais vu le peu de nombre de personnages restants, chacun compte, et donc du coup chaque action compte et peut être comment dire, peut être mis en danger très facilement, même le tueur, en tout cas qui peut avoir, on va dire, des failles de vulnérabilité, en tout cas que nous spectateurs on peut attendre, et c'est pas forcément ce qui se passe. Moi j'ai été surpris parfois à certains moments, ce qui fait que le succès de La Colline à des yeux a clairement, je pense, amplifié le statut du film, le fait aussi que il soit populaire à l'étranger et que des critiques en aient parlé ensuite, ça a clairement joué. Et justement, c'est allié aussi avec une certaine effervescence du cinéma français de façon plus générale, avec le succès Pacte des loups. Qui a mené à des choses terribles. Voilà. Et c'est vrai que si tu le remets dans ce contexte-là, moi je trouve qu'Haute Tension, c'est plutôt un film correct. Je vois ce que tu... Bah après, je comprends, alors je l'ai ressenti des gens, etc. Je peux le comprendre. Pour moi, c'est un très mauvais film, mais on va en parler. Mais moi, rien que l'écriture, pour moi, c'est cauchemardesque. Allez, vas-y. C'est cauchemardesque parce que déjà, t'as que 3 personnages, dont 2 vraiment caractérisés, entre guillemets. Moi, je trouve la représentation féminine terrible. C'est écrit par 2 mecs qui comprennent rien aux meufs, j'ai l'impression, qui savent pas ce que c'est une femme, qui écrivent ça comme des ados en rute. C'est terrible. Bon, il faut parler effectivement du sous-texte qui devient un texte. Ça se veut provoque. Et ça se veut... C'est-à-dire que on est en 2003, quand tu vois ne serait-ce que les 2-3 premières minutes, tu sais qu'il y a un sous-texte lesbien. Bien sûr. Mais au début, c'est... qui est poussé par la scène de la douche. Évidemment. Alors, je comprends tout de suite. Toi, je me dis, ok, peut-être que ça va quelque part. Ouais. Peut-être que ça peut être développé. Moi, au début, j'étais pas pareil. C'est un peu grossier. Assez curieux de voir où ça mène. Tu vois. Voilà, c'est ça. J'ai voulu y croire, même si c'est pas moi ce qui m'a vraiment plu dans le film, comme je te disais. C'est pas ça, c'est pas l'écriture. J'ai réussi à passer outre. C'est plutôt la tension qu'installe quand même le film et qui est vraiment efficace et cette violence. Mais c'est vrai que l'écriture donne quand même. C'est un appât qui peut être intéressant. Bon, surtout la scène de la douche est plutôt sympathique. C'est terrible d'ailleurs, une fenêtre dans la douche, quoi. Enfin, la grosse fenêtre, une fenêtre, une véranda presque. Oui, mais qui mène sur le jardin. Donc ça, si tu prends une douche, on te voit à poil. Hein. Oui, mais c'est une ferme isolée de tout. Ouais, d'accord. Je sais le pas gosse, si on l'a précisé, sur sa balançoire, il voit la daronne se laver tous les matins. Mais non, parce que c'est filmé de loin. Et... Oui, bon, bref. Non, pour moi, c'est pareil. Tu vois, ce qui fait que c'est pour mettre des nichons, quoi. Oui. Tu mets des nichons pour mettre des nichons. C'est le plan de nichons. nichons. Maïwenn toute nue, bon. Fait que j'ai pas trouvé de déclaration de Maïwenn sur le film, mais je pense qu'elle doit pas être très fière. J'en sais rien. Ouais, je sais même pas. Ouais. Mais Cécile de France, je sais pas du tout pareil si elle a du recul sur ce film ou pas. Si aujourd'hui c'est un film qu'elle probablement qu'elle a des bons souvenirs. Je sais pas si elle le porte. Je pense qu'elle en est fière quand même pour sa performance physique. Qui est quand même à saluer. Je crois qu'elle a fait ses propres cascades et qu'elle a été entraînée par un prof de Muay Thai. Donc ça c'est quand même à noter que le rôle a vraiment été pris au sérieux, hors de l'aspect scénaristique des dialogues qui est effectivement assez risible. Même au-delà des dialogues, on parlera de la fin, mais moi je trouve presque le film gênant sur son rapport à l'homosexualité. Pour moi, c'est
Après le film, il a 20 piges. D'habitude, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de ne pas spoiler les films. On en parle dans leur intégralité sans trop de filtres. Mais là, cette fois, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir le film avant et de revenir écouter après. Après, si vous êtes déjà au courant de la fin du film sans l'avoir vu, ou si vous en foutez, c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi, ça a quand même pas mal joué dans l'appréciation que j'ai du film. Donc voilà, on vous laisse encore 3 petites secondes. Ça, c'est bon, allez. C'est bon. Donc voilà, alors Haute Tension, c'est un film qui est principalement une course-poursuite pendant et un jeu du cache-cache survival, enfin un survival cache-cache pendant quasiment 1 heure. Moi je te l'ai dit, entre 10 minutes et 1h10, moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt été dans le film impacté par la violence du tueur, et on apprend au bout d'1h10 que potentiellement, même plus que potentiellement, potentiel, hein. En fait C'est Marie est la tueuse de la famille d'Alex et que elle lui a fait subir tout ça pour l'avoir sous son emprise parce qu'elle est amoureuse d'elle, ce qui est... Et elle l'a violée aussi, hein, du coup. Hein. Enfin, la film dissociation des 2 personnages n'a plus de sens. Et ça n'a c'est vrai plus que de sens. le film s'écroule, et il s'avère que le film boucle sur l'introduction, dont on n'a pas parlé, qui était à la base le rêve de Marie, qui se voyait fuir, qui était blessé et qui fuyait quelque chose dans la forêt, et il s'avère qu'en fait les rôles sont inversés à la fin, et qu'en fait c'est Maïwenn qui fuit Marie. Enfin, du coup, j'ai dit Maïwenn, mais Alex. Bon, on a compris, on s'en fout. Hein. Et qui essaye de la rattraper pour l'emprisonner, sûrement la séquestrer ou quoi. Enfin, c'est terrible. Et la fin, la toute fin du film, c'est l'emprisonnement de Marie dans un hôpital psychiatrique. Ah ouais, un peu Arkham. Ça m'a fait penser à la fin de Perfect Blue, dont on a parlé. Mais non, mais on va revenir dans Perfect Blue, c'est un peu mieux écrit. Beaucoup mieux. On va revenir point par point parce qu'il y a plein de choses à en dire. Moi, je trouve que tout s'écroule. Déjà que moi, j'aime pas le film. Je suis assez d'accord. Mais alors, le film s'écroule. Pourquoi tu nous fais une scène d'introduction avec les 2 personnages et tu nous montres la famille d'un des personnages avec le tueur dans une camionnette plus loin avec une tête? Ça n'a... Pourquoi ça ne fonctionne plus? Tout se casse la gueule, clair. C'est débile. Littéralement, ça aurait plus de sens si ça avait été un rêve dès le début. Genre vraiment, tout le film était un rêve. Dès le début du film, on te spatialise tes 2 personnages principaux à un endroit, plus le tueur à un autre endroit qui a décapité quelqu'un. Donc en fait, pourquoi tes 2 personnages ensuite ne font qu'un? Enfin, mais il y a plein de choses comme ça très étranges qui marchent plus au niveau de la spatialisation, de la course poursuite, sur même le tueur qui s'introduit dans la maison. Il y a plein de trucs, ça marche pas en fait. Et surtout que le film essaye quand même d'être à peu près cohérent dans comment dire, la capacité à Marie de suivre le tueur sans se faire repérer, parce que justement elle arrive, même si c'est un peu gros, hein, attention, hein, je le dis, je te dis, j'ai été assez tolérant à ce niveau-là, mais c'est-à-dire qu'elle essaye d'éviter la pièce, elle se tient toujours le plus loin possible. C'est bizarre. Elle force avec le téléphone, ça c'est un truc qui m'a fait chier. Même une séquence où elle se cache sous le lit. Ça sert à quoi? Elle se cache sous le lit pour échapper au tueur qui fouille la chambre. Pourquoi ça sert? Mais parce que... je vois bien qu'on aille dans des délires. Oui, mais en fait, c'est ces 2 personnalités qui se battent, qui machin. Mais c'est con, c'est débile. Non, mais là, je pars du principe que le twist n'existe pas. Ah oui. Parce que ça fonctionne relativement bien. Non, mais sinon, ça fonctionne. Parce s'il y a que pas de twist. le film est bien mis en scène. Moi, je trouve juste que le film est pas, moi, me plaît pas, c'est tout. Mais quand t'as le twist en plus, pour moi, ça s'écroule encore plus, quoi. Mais sinon, le reste fonctionne en soi. Mais comme je te disais, moi, je trouve que Haute Tension, c'est un film qui parvient vraiment à maintenir sa tension de façon en détendant un petit peu par moment, en proposant des sortes d'échappatoires à Marie, notamment avec la séquence de la station-service qui est assez longue, qui contient aussi son lot de boucheries. Son lot de conneries aussi, hein, parce que franchement, le fait qu'elle s'échappe dans les chiottes et tout, que le gars la suive dans les chiottes et tout, qu'il la retrouve comme par hasard dans les chiottes. Le gars, pareil, comme par hasard, s'arrête à la station-service pour prendre de l'essence, alors qu'il y a du sang sur les mains partout. C'est débile, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il le tue, il tue derrière le Oui, mais on sent qu'il le connaît, tu vois. C'est pas son premier meurtre, on voit bien que c'est un tueur. Oui. Mais du coup, pareil, ça ne fait plus sens encore une fois que la dissociation de personnes. C'est vrai que le fait que
Enfin, moi, c'est du pur scénario. Moi, je suis attaché quand même à ces questions. Je suis conscient qu'on Non, mais moi puisse, aussi, bien sûr. Encore une fois, je te dis, j'ai voulu passer outre parce que justement, la mise en scène est soignée. C'est suffisamment propre, c'est suffisamment, l'ambiance est suffisamment vrai, bien posée à partir du moment où on a compris que le tueur qu'on avait compris le but du tueur, qu'on avait compris la façon de fonctionner de Marie, qu'on a compris aussi avec le meurtre des parents le degré de violence et d'immondice de ce tueur qui n'a toujours pas de nom, on va l'appeler Philippe du coup, de Fifi. Non. Et c'est vrai que moi à un certain moment j'ai eu un petit frisson d'angoisse. Oui, non mais oui. Si tu retires le twist, effectivement, si tu arrives encore une fois, tu remets à t'immerger dedans. À chaque fois, t'as l'impression de mettre l'interrupteur twist sans twist, tac tac, et bah tu c'est un peu twist, le problème. Et ben comment est-ce qu'elle fait pour décapiter le daron? Je la vois pas pousser un meuble. Surtout qu'on le voit. Avec le tueur, tu vois. En plus, tu dis ça, mais on le voit dans la chambre quand elle essaye d'échapper au tueur. En fait, Marie elle galère. est réveillée par les cris du père et par surtout non, je crois que à la base c'est par les phares de la camionnette du tueur. Ouais. Et donc elle essaye de se barricader avec une énorme armoire dans la chambre et d'appeler la police avec la prise qui est trop loin de son téléphone, téléphone qu'elle trouve. Sauf que moi je me disais quand on avait ce plan moyen où elle cherche dans la pièce, je pensais qu'elle cherchait une arme. Mais non, du coup c'est vrai que ça fait. Elle galère à pousser le meuble, tu vois. Oui, c'est ça. Et là, elle tue le daron en poussant un meuble, elle le décapite, quoi. Ouais, d'un coup, comme ça. Ça n'a aucun sens en termes de force et de. Bon, voilà, quoi. Du coup, nous, le twist, il nous a. Toi, il t'a refroidi et moi, il m'a encore plus. Ouais. Encore plus. Non, c'est. Puis même, tu vois, on revient vers l'écriture, mais moi, je trouve que quand on n'est pas conscient qu'il y a le twist, il y a des trucs où je trouve, même sans le twist, par exemple. Tu vois, le personnage de Cécile de France qui dit au personnage de Maïwenn de se calmer parce qu'ils vont se faire repérer. Elle lui dit « Mais arrête, il va nous tuer, t'es bête ou quoi ?» Mais meuf, se calmer de quoi? Sa famille vient de se faire tuer, elle s'est faite violer, tu peux pas comprendre, c'est ta pote, sois un peu sympa avec ta pote, quoi. Et puis, tu vois ce que je veux dire? C'est une connasse, l'autre, elle se comporte comme une connasse. Oui, mais elle essaie quand même de la sauver perpétuellement. Merci, en tout cas, de ce que veut nous faire dire le film, quoi. T'es amoureuse d'elle ou t'es pas amoureuse d'elle? Enfin, c'est ta pote, c'est pas ta pote. Tu te comportes comme une grosse conne. Même toi, tu devrais être sous le choc que la famille se fasse. Enfin, je sais pas, quoi. Je vais redonner un bon point au film. Vas-y. J'avoue, on est. Philippe Naon. Ah oui, non, ça, Philippe par contre, Naon, alors, de 1, l'acteur, mais de 2, le personnage et sa caractérisation. Là, au moins, on a un personnage qui est relativement iconique, qui est souvent, en tout cas pendant un très long moment, qui n'est pas montré de plein face. On ne voit pas complètement son visage est éclairé de façon vraiment menaçante pour mettre en avant plus son physique et ses armes. Dans la maison, on a pas mal de plans sur ce rasoir, qui est d'ailleurs, je crois, l'affiche du film. En tout cas, l'affiche du film, moi je vois le personnage de Naon sur un fond. Plus ou moins, mais en tout cas, cette image de Philippe Naon avec le rasoir, c'est quelque chose que une image que j'ai déjà vue, qui est vraiment iconique et qui fonctionne très bien dans le sens où tu as aussi d'autres aspects d'autres objets qui caractérisent le personnage. Tu as sa tenue. À un moment, d'ailleurs, on voit. C'est très inspiré Michael Myers. Ouais. Enfin, pour moi, la mise en scène aussi, tu vois, tu sens qu'il y a un hommage. Enfin, que tu sens qu'à Aja, c'est des films qui. On y reviendra. Ouais, mais tu vois, il a un bleu de travail avec marqué Vidangeur. C'est un truc comme ça. Ouais. Donc ça fonctionne bien. Le fait aussi qu'il ne parle pas du film. J'allais dire avant très longtemps. Ouais. Avant quasiment 1 heure de film, j'ai chronométré, je crois 55 minutes. Donc ça, c'est aussi un bon point. La station-service. Oui, c'est ça, quand il voit le Dimi, le pompier. Ah non, il parle aussi dans la scène de la camionnette avec la tête. Ouais, c'est vrai. Mais c'est plus des grognements qu'autre chose. Ouais, limite. Mais ça, c'est une bonne chose. Qu'il voulait faire un film d'horreur à l'ancienne. Et ça se sent. On n'est pas sur du vendredi 13. En fait, je pense que les intentions réalistes vis-à-vis du spectateur. Oui, bon. Bon, les meurtres sont assez. Pour moi, ça fait presque du vendredi 13 au niveau des meurtres, par contre. Ouais, un petit peu. Genre le truc du décapitement, la décapitation, le truc de la hache dans la station-service. C'est quand même des trucs assez. C'est vrai que ça ressemble pas mal à vendredi 13, alors que
il s'identifiait plus Ah justement à Halloween ou Massacre à tronçonneuse. D'ailleurs, Massacre à tronçonneuse, qui est dont il lui rend un bel hommage au tout début. Lorsque les deux filles arrivent dans le champ de maïs, on a un plan cramé par la chaleur du soleil avec le soleil au zénith, ce qui rend, ce qui rend un bel hommage justement à un des plans les plus iconiques de Massacre à tronçonneuse. Donc il y a quand même il y a quand même des tu sens que c'est un mec qui bouffe ce genre de cinéma depuis longtemps. C'est un exercice de style et il le dit, franchement, il le dit lui-même. Il a été inspiré par déjà Spielberg, mais surtout Wes Craven ou William Lustig, très important, parce que Lustig, il avait fait quoi? Eh ben justement, il a fait Maniac. Ah. Et donc le tueur de Philippe Naon ressemble un petit peu sur certains aspects à Frank Zito. Donc Frank Zito qui était le tueur de Maniac qui justement collectionne des morceaux de cadavres dans son appartement. Dont il en fait, je crois, des poupées, ou alors en tout cas il a des poupées avec des cheveux et des morceaux et des parties humaines. Okay. Mais lui, la différence, Frank Zito, c'est qu'il vit une double vie bon là du coup on voit pas la double vie du tueur dans Haute Tension, mais il y a un peu de ça quand même. Du coup t'as une sorte de double vie aussi. Oui. Presque. Mais bon, c'est pas complètement un ermite. Okay. Vu qu'il connaît Jimmy le pompiste, etc. Mais voilà, dans Maniac, il est, je crois, designer de mode. Ouais, donc c'est différent quand même. Voilà, c'est un peu différent, mais c'est vrai que je me suis posé la question quand même s'il n'y avait pas un lien. Quand j'ai lu une de ses interviews, d'où il parle de Lustig, et justement, il avait représenté le film pour les 20 ans en 2022, la ressortie à la ressortie du Master 4K, puisque du coup il y a eu un travail de remaster. Et l'une des citations qui en ressort, c'était, attention, je cite Aja. C'est vrai qu'en le revoyant en salle, il y aurait plein de choses qu'on ferait différemment aujourd'hui. Oui. Je pense que tu vois, il est conscient aussi de ça. C'est un film qui a c'est un film de son époque et qui a vieilli difficilement. Est-ce qu'on n'ajouterait pas notre carte piège? C'est quoi? Luc Besson. Ah oui, bah non, mais ça. EuropaCorp. Oh là là. Est-ce que justement les bouchers de monteurs d'EuropaCorp n'y sont pas pour quelque chose? Putain. Est-ce que justement il n'y aurait pas eu de la sape dans peut-être probable même dans la partie scénaristique? Peut-être. Probable, mais c'est vrai que quand j'ai vu le logo EuropaCorp, j'ai fait bon. Je savais pas non plus. J'étais pas au courant non plus avant. Et peut-être que ça joue. Alors c'est vrai que on va pas se mentir, Alexandre Aja n'est pas forcément connu pour ses scénarios principalement. Ouais. Mais c'est rarement un point sur lequel on va l'attaquer directement, quoi. Mais là, je pense que c'est effectivement la plus grosse faiblesse du film, et pourtant on n'en demande pas énormément à des films de ce type. C'est vrai que tu prends. En fait, peut-être que c'est pas un problème de scénario, mais plutôt un problème de crédibilité. Ah, oui. De façon plus. Je pense que les deux vont entre l'un dans l'autre, en fait. Bien sûr, mais si t'arrives pas à poser. Typiquement, tu vois, il y a des choses qui me font sortir, mais c'est con. Mais tu sens que c'est un mec qui adore le cinéma américain, mais c'est con, mais en France, le pompiste avec un gun, c'est complètement con. Ah oui. Non, mais tu vois, tu sens que c'est américanisé, tu vois. Il veut te le mettre en France et tout, mais tu sens qu'il a une inspiration très américaine. J'ai un autre détail qui tue. Vas-y. Le générique d'ouverture, les noms, les postes sont écrits en anglais. Ah ouais, tu vois. Mais ouais. Bah non, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Et attends, j'ai autre chose encore. Le film a été redoublé en anglais par les actrices. La VF, enfin la voix originale. Il y a de la post-synchro. C'est quasiment que ça, j'ai l'impression. Ah oui. Et j'ai vu des gens s'en plaindre aussi. Oui. Et c'est horrible. Moi, je trouve que la post-synchro est dégueulasse. Au début, c'est vraiment catastrophique. Oh là là, ça se voit beaucoup. Dans la voiture, c'est une catastrophe. On est d'accord. Et au début, je me demandais même si je regardais pas une VF québécoise ou un truc comme ça. Et c'est bizarre pour un film français. Et après, je me suis dit, mais non, c'est la voix de Maïwen, tout ça. Mais c'est... Ouais, ça a été c'est bizarre comment le film a été. Apparemment, le tournage a été difficile. J'ai une critique d'internaute là. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a en effet une bonne dose de tension dans ce dans ce schlagos de movie, dans ce slasher français. Ouais. Mais le doublage est mauvais et le twist final n'est pas crédible. Oui, bon, bah c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est vrai que moi, ça m'a choqué. J'avais l'impression mais c'est rare les films comme ça en plus. Parce que ça existe la post-synchro, parce qu'il y a des séquences quand tu tournes un film que tu peux pas enregistrer le son. Enfin, c'est compliqué parfois. Mais là, il y a des trucs, je me dis, c'est tout con.
Genre même la séquence dans la maison et tout, où tu peux percher facile. C'est synchronisé, j'ai l'impression. Moi, ce qui m'a fait hurler de rire aussi, c'est l'accent du gendarme au téléphone. Mais Oui. je comprends pas ce que ça fout là. Ils sont dans le sud. Ils sont dans le sud. L'accent, ça se voyait que c'était un mec qui avait pas l'accent, qui faisait l'accent, quoi. C'est un film qui s'inscrit parfaitement dans un mouvement qui a connu du bon et du moins bon. Au final, je trouve en tout cas que parmi les films que j'ai déjà vus, qu'on m'a conseillé du French Extremism Horror, c'est pas le meilleur. C'est vraiment pas le meilleur que j'ai vu. Et je pense que ça va être le moment où on vous parle justement d'autres films. Ouais, moi je vais quand même remettre un point sur... Alors après on passera à autre chose, mais je trouve que vraiment c'est compliqué, hein, comment... mais je pense que Aja est revenu là-dessus, quoi, lors de la projection. Moi c'est l'écriture féminine qui est terriblement mauvaise, mais à un point où ça en devient vraiment... moi ça me gêne vraiment beaucoup, quoi. Et surtout le twist, donc on comprend que du coup il y a la pote est intéressée par sa copine et que du coup elle est lesbienne ou bisexuelle, on ne sait pas, mais le film, moi, il me gêne beaucoup moralement. C'est très bizarre, hein, comme film, hein. Comme écriture, c'est écrit par 2 mecs en plus. Alors ouais, ça a mal vieilli, c'est dégueulasse. Et puis il y a une scène effectivement qui est un peu plus, qui est un peu plus anodine, mais qui justement pré-shot un petit peu la suite du film. C'est quand il parle de mecs et on comprend que Mai Wen elle est sur un mec de son université, alors que Marie, du coup Cécile de France veut tout faire pour qu'elle lâche, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, c'est assez dégradant. Bon, t'as aussi la tenue de Cécile de France, et ça fait clairement partie des choses qui ont mal vieilli dans le film, quoi. Parce que le film voudrait presque se vouloir féministe, mais il fait tout l'inverse. Il est tout l'inverse. C'est un peu ce que je me suis dit. Après, effectivement, en 20 ans, on évolue, tu vois, mais bon, voilà, c'était ça, moi. En 2024, ça reste, enfin voilà, ça reste quasiment un premier film. Je pense que ce point est pardonnable, surtout que pour rappel, il avait que 24 ans à l'époque, littéralement mon âge. Quand il a fait le film, donc ça reste quand même assez impressionnant au niveau de la mise en scène, mais ouais, dans ce qui s'est fait tu vois, le French Extremism Horror, c'est pas le meilleur film que j'ai vu. Il y en a eu d'autres. Surtout que Aja, après, il a fait beaucoup de films où c'est des protagonistes féminines, tu vois. Ses derniers films, c'est des femmes. Donc, je pense qu'il a évolué aussi, tu vois. Il y a eu positivement, il y a eu un truc aussi où il s'est rattrapé, ouais. Tu vois. Et justement, on peut que vous conseiller certains de ces films. Alors il y a La Colline à des yeux, bien sûr, qui est un classique. Cool. Également, moi j'avais quand même plutôt apprécié Mirrors avec Kiefer Sutherland. Je l'ai pas vu. Qui a quand même une certaine ambiance assez dark, avec un petit je dirais une petite ambiance à la Silent Hill dans la relation des personnages. Il y a eu, moi j'ai beaucoup apprécié Oxygène, l'ambiance en même temps claustrophobe, qui baigne vers le thriller, mais qui a aussi une grosse partie dramatique, qui en fait, je dirais que le film parle beaucoup de la préparation à la mort, qui pose la question de qu'est-ce qui se passerait si on savait qu'on allait vers une mort inéluctable, et quels seraient nos réflexes mémoriels, en fait, par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on a vécu, etc. Et le film est vraiment surprenant là-dessus, parce que c'est le deuxième film qui existe de genre où tu as un personnage qui est enfermé dans un donc là c'est dans un caisson d'oxygène et ou alors dans une tombe, enfin dans un espace extrêmement reclus, et c'est absolument pas le même procédé et la même écriture que Buried. J'allais y venir, justement. Voilà, ça c'est. Et oui, je te laisse parler de Crawl, peut-être. Bah ouais, moi après, c'est le Aja un peu plus comme ça qui me plaît, qui me fait kiffer. En fait, je passe des bons moments en fait devant ce genre de film, genre Piranha 3D, Crawl, qui sont des films un peu plus légers. Enfin, Piranha 3D surtout. Piranha 3D, c'est quand même une sacrée. J'ai pas vu, mais j'ai envie. Franchement, c'est le Spring Break avec des piranhas qui te bouffent les orteils et les nichons, quoi. Mais c'est pas mal, quoi. C'est quand même super drôle. T'as Christopher Lloyd qui fait un caméo, si je dis pas de conneries, machin. Oui. C'est sympa. Tu sens que voilà, il veut dépoussiérer cette franchise un peu ringardos, et qu'il va en faire un truc un peu rigolo.
Et puis Crawl qui est un peu plus mesuré, mais qui reste dans la série B, quoi, avec ses gros crocodiles, à cause d'une inondation qui viennent submerger des habitations. Et donc t'as ce personnage qui est nageuse, qui doit survivre et sauver son père. Si je dis pas de conneries, ça fait longtemps que je l'ai vu, je crois que je l'ai vu qu'une fois au cinéma. Ah, c'est ça, mais en plus, il est vraiment dans un contexte très actuel. Ouais. Et ça rajoute une petite Climatiquement, dose de réalisme. C'est super intéressant. Et moi, Crawl qui est un peu plus sérieux que Piranha 3D, bien sûr, mais il y a ce côté un peu B qui est super cool et la mise en scène c'est très tendu, c'est super bien. Et donc moi je suis curieux de voir son dernier là. Mais justement on vous invite à aller le voir, si on a le temps on ira le voir. Si je me trompe pas, il est sorti le 2 octobre, donc littéralement il y a 3 semaines quand on enregistre, donc dans 4 semaines lorsque l'émission sera sortie. Et je pense qu'il sera toujours au cinéma, en tout cas dans les cinémas parisiens. Ouais, Paris, je pense que il a une exploitation. Après, je sais pas si le film a beaucoup marché, je me suis pas trop renseigné. Je crois qu'il a eu une des bonnes critiques. Ok, mais je sais pas s'il est encore très trouvable pour le coup. Il y a Libéry quand même. Ouais, Libéry c'est pareil, c'était il y a 20 piges quoi, qu'elle était très sur le devant quoi, mais oui, mais je l'aime toujours. Bah oui, non mais on l'aime. Mais après à Paris, c'est vrai qu'il y a toujours des salles qui diffusent par-ci par-là, donc on peut peut-être trouver dans les grandes villes aussi. J'aimerais juste conclure un petit peu. On va faire une petite liste. Allez. Sur le New French Extremism, oui, je l'ai appelé de différentes manières. Oui, bon, et de l'autre côté, le nouveau cinéma de genre du début des années 2000 et les films fantastiques qui ont terrifiant. Voilà, pas dans le bon sens. Hein. On peut vite fait, je vais faire du name dropping parce que j'ai trop envie, notamment après avoir vu pas mal d'émissions de Nanarland où ils en ont. Ils en lisent pas mal. Hein. Voilà, exactement. Allez, on commence par les bons. Donc d'un côté, on a Seul contre tous et Irréversible de Gaspard Noé, qui sont d'ailleurs. Gaspard Noé, c'est quand même point commun au bout du panier entre tous ces films. Entre la plupart de ces films, c'est Philippe Naon, on peut revenir dessus. Naon, c'est vrai qu'il fait le lien entre tous ces films-là, quoi, presque. La plupart, ouais, c'est ça qui est impressionnant. On avait déjà Carnet en 1992, qui est le premier moyen-métrage de Gaspard Noé, dont Seul contre tous, et une sorte de suite, où c'est toujours Philippe Naon qui joue le même personnage. Il me semble qu'il est dans Irréversible aussi. D'ailleurs, il est aussi dans Le Pacte des loups, ça je ne m'en souvenais pas. Il joue dans Le Pacte des loups. Il joue également le personnage principal et le bourreau dans Calvaire. Très bon film de Fabrice Duvels. Il y a évidemment Martyr de Pascal Laugier, qui est très bon. J'aurais bien voulu qu'on en parle. On en parlera peut-être aussi un jour. Qui lui, pour le coup, est un très bon film. Extrêmement brutal et viscéral. Moi vraiment je pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Je trouve qu'il y a un petit lien avec Hellraiser à la fin du film. Vraiment c'est un film qui m'a beaucoup marqué. On a également À l'intérieur de Bustio et Mori. Alors je ne sais pas ce que vaut le film, mais je sais qu'il a quand même une certaine réputation et c'est vrai que c'est des réalisateurs pour lesquels j'ai une grosse sympathie, qui sont ils ont fait quoi récemment, très productifs. C'est pas ceux qui avaient fait ils ont fait un film. T'as pas fait Deep House? C'était eux, Deep House? Je crois que c'est eux. C'était nul, hein. C'était vraiment pas bon. Ouais, mais ils ont fait un autre film depuis. Je sais pas mais c'est un duo français, c'est ça? C'est ça. Ils ont fait le remake de Massacre à tronçonneuse et tout, là. Oui, mais il s'est fait charcuter. Oui. Ouais, non, mais. Découpé. Bah, j'ai beaucoup de sympathie pour ces deux réalisateurs parce que ils tentent eux pour le coup de perpétuer l'horreur de genre en France. Et moi je trouve que ils sont assez prolifiques. Ouais, regarde, tu l'as pas vu du coup, mais The Deep House, j'ai l'impression que c'est un film sorti au début 2000 quoi. J'ai l'impression de voir le même truc. Ça a pas step up entre guillemets. On a dit qu'on disait du bien là. Oui. Non mais bon, moi j'aime pas le film. Et je finirai par Frontières de Xavier Jans. Qui signe un peu la fin justement quelque part de la grosse vague du New French Extremism, qui lui aussi a été apparemment pas mal charcuté par Luc Besson. Tiens. C'était EuropaCorp aussi, puisqu'il faut savoir que Xavier Jans maintenant les gens le connaissent quand même pas mal pour Farang et pour Sous la Seine. Je l'ai pas vu, tais-toi. Ah c'est vraiment une belle merde. Hein. Laisse-moi finir. Mais moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour certains courts-métrages et pour Farang, mais c'est vrai qu'il a pas très bien non plus commencé sa carrière, mais voilà. Et depuis on a eu aussi un autre film de Pascal Laugier qu'on aurait pu aussi traiter, qui est Ghostland, ouais. Et j'ai pensé avec aussi Farmer. On va quand même le citer, et Grave évidemment de Julia Ducamp, qui est pas un film que j'adore mais que j'aime toujours bien, beaucoup, moi. qui m'a un petit peu marqué. Beaucoup aussi.
J'aime bien ce que J'ai pas vu fait, Titan, mais Fuqua. grave. Et Junior aussi. Junior, c'était super très bien. aussi, hein. Très très bien. Junior, c'était très bien. Et on va passer par, par les films fantastiques qui ont mal vieilli. Là, tu pourras pas me dire de me taire, là. Ah là. Allez, c'est parti. Philosophale, la pierre. Oh, Inconnu au bataillon. ça, c'est. C'est du Nanarland, certifié de Brocéliande. Ma Brocéliande, ça, c'est quand même. C'est culte C'est culte, hein. dans le nanar. On a aussi Promenez-nous dans les bois. Ouais. Aussi un slasher, donc là c'est vraiment la jonction. Je précise d'ailleurs que je n'ai vu aucun de ces films, par pure intégrité. Ah bah, faut Enfin, s'accrocher. je m'en quoi. tape un ou deux. Parce que- Vercingétorix. Ah bah, ça. Putain, Ah, avec, Vercingétorix, le merde, classique. avec Christophe Avec Christophe, ouais. Lambert, qu'on Ouais, adore. ça. J'aimerais bien d'ailleurs faire un podcast Christophe sur Lambert, Highlander. Le un. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Peut-être à la sortie du remake. Christophe Lambert, quand même, moi je l'ai vu récemment récemment. Il y a 10 piges sur un Lelouch, c'est terrifiant, hein. C'est dur. Ça fait peur, hein. Mais je le garde dans mon cœur. C'est un acteur Oui, que bon, j'aime ça, beaucoup. c'est, Au premier degré que j'aime beaucoup. J'ai même d'ailleurs une affiche chez moi. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Et enfin, on finit par la trilogie de la honte. Bloody Mallory, Samouraï Oh putain. et Vidocq. Oh Vidocq. Oh putain, Vidocq. Avec Depardieu et tout. Oh la vache. Oh là avec là. Pitoff. Oh mon dieu. Replongez-vous ou pas. Ah non, on n'y allait pas, quoi. Bah, tu fais une soirée, Nanar. Vidocq, Catwoman, c'est comme si tu prends 10 cachets de Xanax, hein. C'est la L'enfer. Ouais, plutôt du LSD. je Ah pense. bah je sais pas, oui. Toi tu Oh as là un là. cocktail des deux, quoi. Et voilà, ça c'est pour un autre contexte. Là, dans le contexte d'Halloween, un Halloween bien franchouillard, je pense qu'on vous a donné suffisamment de pistes à explorer. Mais faudra qu'on parle un peu plus du cinéma d'horreur français, moi j'aime bien. Il y a plein de trucs super. Ouais, hein. carrément. Même récemment, hein, on parlait du Cournot, tu vois, mais The Substance là qui sort bientôt. The Substance, on pourra peut-être en parler. Peut-être. Et puis on espère aussi que nos dernières émissions qui changent un petit peu Ouais. de d'habitude vous ont plu. Il y en a Ouais, c'est certaines vrai. qui ont bien marché. On essaye un petit peu On est content. d'agrandir les formats, d'accueillir plus de monde, de faire Et- plus d'interviews. On a bientôt une émission sur la mouche avec un Et invité. oui. Donc si vous aimez Cronenberg, restez aux aguets, dirons-nous. Et voilà, petit clap de fin. Ouais. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux. Maintenant, on est actif, Un peu on est partout. actif sur Instagram, Insta, TikTok, TikTok, les shorts YouTube. sur YouTube. Et maintenant, on n'a pas encore de compte Twitter Ça serait bien qu'on à aussi- proprement Ouais, on parler. avait un, Mais pas très- sur mon compte Twitter personnel, donc qui est Tyrion FL, je poste aussi je fais aussi des posts concernant le podcast. Donc si ça vous intéresse. Donc abonnez-vous. Et joyeux Halloween, des bonbons ou un film. Oh là, allez, plutôt un film. Les bonbons là, je suis pas sûr de ce qu'il y a dedans.